Bonjour et bienvenue dans le SAV des CSE. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Justine. Justine, bonjour et bienvenue. Salut Alexis, enchanté. On est très content de te recevoir et je suis sûr que mes auditeurs se disent mais qui est Justine? Qu'est-ce qu'elle a à nous présenter? Pourquoi est-ce qu'elle est invitée aujourd'hui? Enfin, je te propose de répondre rapidement à ces quelques questions. Dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais et peut-être comment ça peut être utile pour les CSE, pour les élus qui vont nous écouter dans ce podcast. Super Alexis, et ben merci. Moi, je suis ravie d'être là avec toi et aussi avec tes auditeurs et tes auditrices aujourd'hui. Donc, je m'appelle Justine, je suis la fondatrice de She Leads Action et j'accompagne notamment des femmes managers sur les sujets de posture, de légitimité, d'influence et de positionnement dans leur entreprise. Et je suis ravie qu'on soit là tous les deux aujourd'hui pour parler du rôle en tant qu'élu en fait de CSE et notamment de ces sujets autour de leur positionnement, de leurs compétences euh, et de leur visibilité dans le CSE et aussi dans l'entreprise. Donc c'est pour ça que j'ai accepté l'échange aujourd'hui tous les deux. J'espère que tu ne vas pas regretter d'avoir accepté cet échange. En tout cas, c'est un sujet que je trouve très intéressant parce que euh, tout à l'heure, on parlait de ta page LinkedIn et la phrase accompagner les talents. Et je pense que les CSE, les membres qui s'investissent en tout cas dans ces instances, ce sont des gens qui ont du talent mais qui parfois n'en ont pas conscience. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette idée? Oui, moi j'ai accompagné des profils qui justement font partie qui sont élus en fait d'un CSE. Et c'est des personnes souvent qui sont ultra impliquées, ultra engagées, qui donc font beaucoup de choses, qui donnent beaucoup et qui pour eux en fait c'est entièrement normal, c'est leur façon de fonctionner. Et donc, forcément, qui n'ont pas conscience de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils apportent, de la valeur de leur travail et surtout de leur impact. Et donc, qui finalement se disent, c'est comme ça, c'est la normalité, alors qu'ils ont besoin de valoriser ces compétences-là, de valoriser ce qu'ils font, de communiquer. Et c'est vraiment sur ces sujets-là que je les accompagne. Et c'est un métier noble, un petit peu ce que tu fais. En tout cas, tu défends des valeurs très éthiques. Mais comment tu en es arrivé à décider de faire ça dans ta vie? Enfin, tu vois, quand on est psy, on dit qu'on veut être cosmonaute, chirurgien, vétérinaire. Mais on dit rarement, je veux accompagner les gens pour développer leur talent. Donc, comment toi, Justine, tu en es arrivée à faire ça? Ça s'est développé vraiment au fur et à mesure de ma carrière. Et notamment, mon dernier poste, j'ai travaillé pour une entreprise américaine euh, où là, j'ai vraiment vu des cultures différentes. En fait, j'étais dans une entreprise qui était complètement multiculturelle. J'étais la seule française. J'ai vu des façons de travailler différentes. J'ai vu des notions de feedback, de croissance qui étaient entièrement différentes de ce que j'avais vu avant. Et finalement, c'était le dernier connecting the dots, le dernier dots qui m'a dit c'est vraiment le moment pour moi d'accompagner les personnes, puisque en fait, tout au long de mes expériences précédentes, j'adorais coacher, j'adorais accompagner, je le faisais en interne dans d'autres entreprises. Et surtout, moi-même, j'ai toujours été dans cette démarche de pouvoir développer mon potentiel, développer les talents que j'avais, m'améliorer dans tel ou tel domaine, travailler aussi bien mes hard skills que mes soft skills. Et finalement, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, tout s'est vraiment connecté entre soi. Et c'est à partir de là que je me dis, la mission, elle est d'autant plus importante à notre époque, où on va beaucoup focaliser sur la technique. Moi, à l'origine, j'ai un parcours totalement technique, donc je suis ingénieure. Et là, de se dire qu'au-delà de la technique, toutes les soft skills, tout notre positionnement, toute notre communication, elles comptent autant. C'était vraiment le point de départ quand j'ai fondé Shields Action et notamment avec des retours des entreprises sur lesquelles ils cherchent à accompagner leurs talents. Ils ont compris qu'il y a énormément de potentiels qui sont complètement sous-exploités. Plein de personnes qui aimeraient faire plein de choses, mais on ne leur donne pas l'opportunité. Ou alors, elles n'ont pas encore conscience elles-mêmes qu'elles en sont capables.
Et c'est vraiment à partir de là, en fait, que j'ai défini la mission de tout le travail là, que je fais avec les entreprises, de pouvoir développer des potentiels qui sont en fait déjà là. Et ce dont on parlait en, en amont quand on a échangé ensemble, c'est de dire quand on rejoint, quand on est élu d'un CSE, toutes les compétences qu'on va développer, c'est juste énorme. Et ces compétences, il faut savoir les valoriser, il faut savoir les promouvoir et il faut savoir aussi les transmettre. Donc là encore, tout le sens de développer son plein potentiel, c'est exactement ça. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable et toutes les entreprises n'ont pas forcément ces valeurs. Donc, je vais dire des choses que je ne pense pas, mais comme ça nous permettra d'interagir sur ça. C'est bien beau de développer les salariés, mais en fait, moi je m'en fiche. Mes salariés, je veux qu'ils fassent juste ce que je leur demande. Je les paye pas pour qu'ils aient un esprit critique, je les paye pas pour qu'ils s'autorisent à faire des choses. Alors, ça serait quoi pour moi l'avantage de faire fleurir justement ces compétences dans mon entreprise? C'est surtout qu'est-ce qui va se passer si on ne les fait pas, se développer ces compétences. Et on sait qu'on n'est pas, tout seul, dans son entité. On est dans un environnement avec plein de personnes, avec de la communication, avec, des sujets en commun. Si on ne développe pas ces soft skills, si on ne sait pas, par exemple, comment gérer des tensions, si on ne sait pas comment, communiquer sur ses résultats, si on ne sait pas comment gérer ses priorités, et forcément, ça va affecter notre travail. Donc, en termes de performance, les entreprises, elles sont totalement conscientes que la notion de tout ce qui tourne autour des soft skills, de la posture et du positionnement, c'est ultra capital. Dans certaines entreprises, elles ont d'autres priorités à mettre en avant parce que, par exemple, c'est des plus petites boîtes où il faut direct aller plus vers le technique. Mais à partir du moment où on a un certain nombre de personnes dans son entreprise, la notion de développer ces compétences-là, elle est juste primordiale. Et moi, en tout cas, avec toutes les entreprises avec lesquelles j'échange, elles en sont conscientes. Après, le fait de le mettre en action, ça va dépendre de leur contexte, s'il y a des sujets chauds, c'est-à-dire si elles voient très bien qu'il y a des équipes, ça peut être compliqué, ou si elles voient que finalement, il y a une demande des collaborateurs ou des collaboratrices en ce sens. Donc maintenant, je dirais, mon retour du terrain, c'est quand même que les entreprises, elles sont sensibles à ça. Et heureusement, j'ai envie de dire, en 2026. Ouais, pour te répondre. Non, mais je pense que, de toute façon, c'est une fausse question, hein, je suis bien surligné, mais c'est des gros enjeux pour les entreprises parce que économiquement parlant, ne pas le faire, c'est aussi peut-être perdre des gens talentueux, peut-être devoir investir dans du recrutement et puis au final que ce recrutement reparte parce qu'on ne le qualifie pas et puis c'est des dépenses sans fin pour ces entreprises. Tout à l'heure, tu as expliqué que dans ton parcours, tu étais d'origine ingénieur, donc plutôt sur un aspect très technique. Et aujourd'hui, tu es plutôt sur un aspect soft skills, savoir-être dans les choses à faire. Est-ce que tu penses que c'est plus facile de faire progresser quelqu'un sur des aspects techniques ou sur justement ces aspects plutôt intérieurs, valeurs personnelles, posture, enfin, tout ce que tu travailles sur ton métier? Les aspects techniques, en fait, ils sont pas propres à la personne, ils sont propres à la fiche de poste, au métier, aux technologies. L'aspect, soft skills, posture, influence, leadership, c'est très personnel. C'est pour ça que moi, quand je travaille avec des personnes que j'accompagne, on va toujours déjà commencer par travailler sur son propre leadership. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre? Comment on a envie d'être perçu? Qu'est-ce qui est important pour nous? Quelles sont nos limites? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de transformer? Et ça, c'est ultra personnel. Donc on rentre finalement vraiment dans ce que veut la personne, ce qu'elle ne veut plus, ce qui est important pour elle. Et donc ça, c'est beaucoup plus intime, beaucoup plus complexe que des compétences finalement techniques qui peuvent être
dé démultiplier en fait en fonction des personnes sans vraiment qu'il y ait de nuances. Alors que tout ce qui est, soft skills, on va rentrer beaucoup plus dans la personnalité, dans l'individualité et après bien sûr pour ouvrir, et c'est la deuxième étape, vers les autres, vers notre façon de diffuser notre communication, notre façon aussi de modeler notre management en fonction de nos interlocuteurs et interlocutrices. Donc, toutes ces étapes en fait de développement de ces soft skills, c'est, plus complexe, et c'est pour ça plus complexe parce que c'est plus personnel. Et donc, nos élus du CSE dans tout ça, comment est-ce qu'on peut utiliser ce levier de développement des soft skills pour peut-être les aider à peut-être progresser, c'est un mot un peu fort, mais à s'améliorer. Je ne sais pas quel mot tu utiliserais pour quel serait le bon verbe en tout cas dans le sujet, mais l'idée c'est qu'ils appréhendent mieux et qu'ils s'épanouissent dans leur rôle d'élu. Mmh. L'objectif, c'est de se dire: «OK, je suis, dans telle position», donc par exemple, je suis un élu, CSE ou une élue CSE, comment je peux être vraiment à mon plein potentiel, sur mon poste actuel ou ma mission, mes missions, mes projets actuels, dans une optique bien sûr après de progression. Moi la plupart des personnes que j'accompagne, c'est quand même des personnes qui se disent: «Bah, voilà, moi j'ai envie de progresser, j'ai envie d'apporter, j'ai envie de, hem, vraiment d'amener ma touche, de pouvoir, vraiment contribuer. Hem, dans cette optique-là, l'idée, c'est d'aller déjà faire un état des lieux, un bilan de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'elles font, de, finalement, toutes les compétences, mais vraiment toutes les compétences, qui sont mises en œuvre, en fait, pour leur mission, pour leur projet. Et à partir de là, de voir comment, elles peuvent continuer à les développer et comment elles peuvent, capitaliser dessus. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que dans un optique de croissance, l'idée, c'est de pouvoir, savoir en parler, savoir ce qu'on fait exactement, savoir ce qu'on apporte. Donc ça va être vraiment de capitaliser, de transmettre et de continuer aussi à les développer. Donc il y a ces 2 aspects qui sont ultra importants d'avoir en tête et c'est ce que je te disais en intro. Souvent, on fait plein de choses. Pour nous, c'est entièrement naturel parce que ça peut être des forces ou des zones dans lesquelles on est très à l'aise. Et en fait, c'est des vraies compétences, des vrais éléments, en fait, sur lesquels on peut capitaliser. Donc la première étape, je dirais, c'est de faire un état des lieux, vraiment de tout ce qu'on fait. Donc, on se pose, on fait, voilà, comme une cartographie de toutes nos missions, tous nos projets et surtout qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en œuvre comme compétences pour réussir dans ces missions-là. Un peu trouver son aire de génie, c'est une expression que j'ai découvert et que j'aime beaucoup. Et après, à partir de cette zone-là, bah, voir comment on peut construire des ponts avec le reste pour renforcer nos fondations. Euh, Ouais, exact. Ouais. j'avais envie de te présenter une théorie que je développe en ce moment. Ça concerne les élus du CSE. Alors, il n'y a pas de, faut pas prendre les valeurs chiffrées comme des valeurs absolues, mais j'ai remarqué que dans les CSE, généralement, il y a trois profils, trois groupes, trois tiers, on va dire, mais c'est pas une science exacte. Et la question que j'aimerais te poser, c'est parmi ces trois tiers, lesquels ou lequel sont les plus intéressants à travailler avec justement ces méthodes de soft skills, de trouver un petit peu sa zone de génie et ensuite de les amener à construire. Donc, dans ma famille des élus du CSE, on a un noyau. Généralement, on va retrouver le secrétaire, le trésorier, le référent harcèlement. C'est tous ceux qui font à fond le CSE, qui sont hyper investis. Très souvent, ils frôlent le burn-out parce que, bah, en fait, ils sont à fond et ils se donnent, ils se donnent, ils se donnent, ils se donnent, mais ils n'ont pas trop de temps de souffler. Ensuite, on a un deuxième tiers. C'est des élus qui ont envie de s'investir, mais qui souvent sont soit nouveaux, soit suppléants. Et du coup, ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour s'investir. Et ils regardent un petit peu le premier tiers s'épuiser. Et ils aimeraient bien aider, mais ils ne savent pas trop comment faire. Et après, tu as un troisième tiers qui n'est pas là. Ils sont inscrits parce qu'il fallait des noms sur la liste, mais en fait, le CSE, ce n'est pas une priorité pour eux.
Et quand ils sont là parce que ils étaient un peu obligés, il fallait qu'ils viennent, mais il n'y a pas de volonté vraiment de s'investir. Ma question, dans ces trois groupes, trois tiers, vers qui tu penses que ces accompagnements, ces développements vers leur talent personnel sera le plus profitable pour le CSE? Alors, je dirais priorité au premier et deuxième. La première catégorie, donc, qui sont souvent full-time sur la partie, par exemple, finance, ou qui sont vraiment impliqués à 100%. Là, c'est vraiment important de faire cet exercice. Alors, tu parlais de zone de génie. Moi, je fais cet exercice avec les femmes que j'accompagne de définition du monopole personnel, qui est un exercice semblable. L'idée, c'est que quand on est dans la tête dans le guidon, mais ça, peu importe les activités qu'on fait, et c'est typiquement ce que tu viens de dire, quand on est à 100%, en fait, on n'a pas le temps de sortir la tête de l'eau. Le fait de prendre ce temps-là, parce que c'est nécessaire de pouvoir prendre ce temps de recul, il va être hyper important pour construire la suite. Parce que le risque là-dedans, c'est de pas en fait avoir forcément de temps pour communiquer, de visibilité aussi, de capitalisation sur ses compétences, parce qu'on est tellement dans le faire en fait, qu'on va pas avoir ce temps de capitalisation et de valorisation. On peut être aussi le faire dans l'ombre, donc c'est-à-dire aussi rester vraiment dans l'ombre et ensuite ne pas communiquer sur ce qu'on fait. Ça peut être aussi un risque d'enfermement. Donc l'idée pour cette première population, c'est vraiment de faire le point, prendre ce recul-là, décider de prendre aussi du temps pour communiquer, pour capitaliser. Quitte à lâcher certaines tâches, quitte à déléguer certaines tâches, et vraiment d'être dans une optique d'ouverture qui va des fois sembler être au début une petite perte de temps, mais qui sur le long terme sera un vrai investissement pour le développement de ses compétences et aussi la suite. Ça, c'est vraiment pour la première population. Pour la deuxième population, l'idée, c'est de pouvoir prendre plus de responsabilités, ou en tout cas faire connaître ses aspirations en tant qu'élu CSE, c'est-à-dire que quand on est dans une optique où on commence à s'investir, mais on ne sait pas encore comment, là, il y a la notion de pouvoir se rendre visible et d'aller aussi nouer des liens avec des personnes qui sont impliquées à 100%. Donc, ça peut être aussi d'aller en appui justement avec le groupe de la première catégorie. Et à partir de là, de pouvoir vraiment être mentoré, être coaché par la première catégorie et prendre aussi ses marques avec ce qu'on a envie de faire de son mandat. Et c'est pour ça que le fait de pouvoir capitaliser sur ses compétences et se dire, moi, j'ai envie aussi de développer des nouvelles compétences, ça doit être aussi l'opportunité via le mandat de se dire, par exemple, tiens, moi, j'ai toujours rêvé de faire de la communication. Et je vais justement profiter de cette opportunité en tant qu'élu pour me charger de la communication. Je vais en même temps pouvoir être formée, je vais pouvoir développer ces compétences et vraiment s'ouvrir à des champs des possibles, puisque dans un CSE, il y a toutes les compétences en fait qui sont réunies. Donc c'est une opportunité vraiment incroyable en fait pour développer toutes ces compétences-là. Ça, c'est vraiment l'objectif en fait de la deuxième population. Et la troisième population, je ne l'exclurai pas. Par contre, je poserai la question de savoir quel est l'enjeu derrière d'être élu dans un CSE et qu'est-ce qu'ils veulent en faire, en fait, quel but, quelle direction ils en donnent. Et à partir de là, de voir comment ils veulent réellement s'impliquer et l'assumer surtout derrière. Le souci, moi, que je rencontre souvent, c'est des fois, on a envie de faire quelque chose où on n'a pas, ou alors on a plus ou moins envie de le faire, mais on ne l'assume pas concrètement. Donc, si c'est des personnes qui
où le deal, il est clair que, par exemple, elles ne passent que 10% de leur temps en tant qu'élu, et ben là, c'est clair. Et l'idée, c'est de comment faire de ces 10% quelque chose de, de très impactant, en fait, ou du plus impactant pour le CSE, mais au moins que ça soit clair et que dans le temps imparti de ces personnes, qu'elles soient dédiées à 100%. Donc voilà, pour répondre à ta question, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, et quel C'est était finalement le, 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 le- le lien entre les trois populations, selon toi? c'est extrêmement intéressant et en fait, je pense que quand on a rattrapé, parce qu'en fait les trois ont un peu le même problème, mais la différente façon de le gérer. Le problème de la charge de travail, c'est clairement le problème de nos hyperactifs qui font tout, mais eux, ils en ont trop. Ensuite, il y en a qui veulent mais qui savent pas, et il y en a qui n'ont pas envie parce qu'ils n'ont pas envie d'être dans la catégorie des hyperactifs. Et je pense que quand nos catégories 1 et 2 ils fusionnent et qu'ils commencent à rééquilibrer la tâche de travail, en fait, la quantité de travail, elle devient nettement moins impressionnante. Mm. Et tu parlais des 10%, mais en fait, je me suis amusé à faire un petit calcul. Du coup, globalement, ça représenterait 14 heures par mois. Donc ça veut dire à peu près 2 jours de travail. Et les heures de délégation des élus du CSE, ça dépend, mais on va dire ça va entre 16 et 28. En général, c'est rare d'en avoir plus, mais euh, bah, si tu fais 14 fois 2, on arrive à 28. Donc en fait, s'ils divisent bien le travail entre les suppléants et les titulaires, bah, tout le monde peut avoir une charge de travail pour le CSE relativement limitée. Je parle uniquement des missions qui sont liées aux heures de délégation. Il y a d'autres choses qui sortent de ça, mais c'est moins régulier normalement, sauf les réunions. Mm. Mais mine de rien, bah, rien qu'en rééquilibrant le travail, la somme des missions à faire, elle est plus si impressionnante. Est-ce que ça devient, bah, est-ce que tu peux passer une demi-journée par semaine à travailler sur des missions du CSE? Et d'un seul coup, ça Mm. devient carrément accessible. Ah bah oui, je vais passer une après-midi sur ça. Ah oui, je vais faire une permanence. Ah bah effectivement, je vais devoir aller faire un peu les magasins pour voir comment est-ce qu'on va faire la déco pour tel événement qu'on va organiser dans les offres sociales du CSE. Et ça fait moins peur que de se dire, oh, attends, il faut faire tout ça, il faut faire tout ça, il faut faire tout ça. Donc, Ouais, très juste. Très juste, c'est cette notion de clarté aussi. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit bah, je prends le sujet, c'est que la personne prend le sujet, ou quelqu'un se positionne, ou qu'on sait exactement qui fait quoi. Ça, c'est hyper important parce que, comme tu dis, en fonction des personnes, il y en a qui seront dédiés à 100%, d'autres qui seront avec 10%, d'autres à 50%. C'est vraiment important que, comme tout le monde n'a pas le même nombre d'heures en fait dédiées, d'avoir de la clarté et de la transparence sur qui fait quoi et comment et dans quel cadre. mhm. Tout à l'heure, tu parlais de l'importance de déléguer. Euh, Déléguer, c'est quelque chose d'extrêmement dur. Parce qu'on aime bien que les choses elles soient faites à notre façon, à notre rythme, exactement comme nous on les imagine. Mais quand c'est pas nous qui faisons l'activité, c'est jamais comme ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu préconiserais pour travailler sur ce blocage, hein, qui est peut-être un peu une fausse croyance qu'on se met tout seul dans notre tête de si je délègue, ça sera pas bien fait, ça sera pas fait comme je veux. Qu'est-ce que tu conseillerais aux élus du CSE qui, je suis certain, quand tu l'as dit, se sont dit ah oui, mais si c'est pas moi qui le fais, ça va pas être bien fait. Je pense à un élu que j'accompagne et qui est en congé cette semaine. Il sera pas en congé la semaine où le podcast sortira, mais c'est pas grave. Mais on a eu cette discussion. Il y a vraiment la crainte que ça soit pas fait de la façon où il juge que c'est pertinent. Ouais. Ce, cette- Ce challenge-là, clairement, tous les managers le rencontrent à un moment, parce que forcément, il y a des tâches qu'ils ou elles font, et ils se rendent compte, et là c'est ce que tu viens de dire, qu'à un moment, bah, il n'y a plus de bande passante, ou c'est plus dans leur rôle de faire cette tâche-là. Donc, moi, à chaque fois, ce que je recommande, c'est
d'analyser la situation et pourquoi c'est important de la déléguer, et surtout de voir où on en est en fait. Parce que si on ne trouve pas le sens dans le fait de déléguer cette tâche-là, on ne va pas réussir correctement à la déléguer. C'est-à-dire qu'on va la déléguer, mais comme tu dis, à demi-mot, de dire ah bah ouais, je la délègue, mais je sais que ce sera pas bien fait, je vais repasser derrière, etc. Ou ça sera pas comme moi. Euh, Souvent, c'est lié aussi parce qu'on est des personnes exigeantes et qu'on a mis la barre hyper haute. Donc, avant toute chose, c'est de trouver le sens dans le fait qu'on veut déléguer. Et moi, souvent, avec les personnes que j'accompagne, on vient travailler les croyances derrière tout ça et surtout l'impact que ça a. Parce que souvent, quand on veut déléguer, il y a deux cas souvent très courants. C'est soit que ça fait plus partie de nos obligations ou de nos missions. Donc finalement, si on veut être pleinement dans nos propres missions, il va falloir lâcher. Donc il va falloir renoncer à cette tâche-là. Ou c'est qu'on se rend compte que on est complètement overbooké, qu'on est prêt à craquer et que absolument il faut déléguer parce que sinon on va pas pouvoir tenir sur le long terme. Donc à partir du moment où on est dans une position où on se dit je veux progresser, donc c'est-à-dire je veux aller avec de plus en plus de responsabilités, je veux pouvoir m'épanouir dans ce que je fais, je veux pouvoir apprendre plein de nouvelles choses. Et en plus qu'on est dans une optique de dire je joue long terme, donc je suis dans une position où moi de toute façon les décisions que je prends c'est pour du long terme, c'est pas pour du court terme. Si on a ces deux choses qui sont réunies, on va réussir à déléguer parce qu'on va se convaincre aussi nous-mêmes que c'est la bonne chose de pouvoir déléguer. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir ce qu'on veut déléguer et choisir les personnes qui, pour nous, sont les plus à même de le faire. Donc, ça peut être dans nos équipes ou nos collègues ou d'autres élus, par exemple, dans ce cadre-là. Et se dire deux choses, c'est-à-dire que c'est essentiel si on veut monter une step au-dessus et qu'on veut finalement pouvoir aller vers des tâches, des nouvelles tâches ou des nouvelles missions avec des plus hautes responsabilités. Et que c'est aussi OK de perdre du temps au début parce que c'est un investissement de déléguer. Moi, je le dis toujours, déléguer, c'est un investissement. On va former quelqu'un, on va le suivre, on va vérifier, on va donner du feedback. Mais par contre, on va gagner énormément à partir du moment où ça sera laissé en place. Donc ça, c'est les deux paramètres qui sont vraiment essentiels. Donc, vouloir être dans une optique de progression et la jouer sur un jeu long terme. Et à partir de là, quand on est convaincu par ça, parce que tout a été mis en place dans ce cadre-là, on va pouvoir aller chercher les bonnes personnes pour déléguer et notamment aller finalement se renseigner sur les personnes pour qui cette tâche serait très intéressante de faire. Donc la délégation, c'est toujours un win-win et ça c'est hyper important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que c'est un win pour vous parce que vous allez déléguer et parce que, comme je vous dis, vous allez être sur un jeu long terme et vous allez être aussi en progression parce que vous allez être sur d'autres tâches à la place. Et c'est un win aussi pour une autre personne parce que vous allez aussi lui offrir l'opportunité de développer cette compétence, de vous rejoindre sur un projet, de pouvoir finalement se sentir utile, etc. Donc c'est très important que de voir ça comme un partenariat, comme quelque chose de win-win, et d'être aussi bien sûr dans une optique où vous voulez amener les gens vers le haut avec vous, constituer une équipe, ou en tout cas créer vraiment une team solide sur les différentes missions. C'est hyper intéressant. Et tout à l'heure, tu parlais de l'importance de s'auto-analyser pour chercher son plein potentiel. Parce que moi, j'avais appelé l'air de génie et que tu avais une autre méthode, tu disais, pour découvrir. Oui, Mais monopole personnel. le monopole personnel, je vais rajouter ça dans mes notes. Ouais. Mais comment est-ce que je peux faire pour connaître le monopole personnel de mes collègues? Pour justement orienter les bons élus dans les missions où ils vont s'épanouir. Leur poser des questions.
Souvent on fait, et c'est l'humain, on fait beaucoup de suppositions. Alors ça, c'est aussi quelque chose que je travaille beaucoup avec les personnes que j'accompagne, justement d'aller à de questionner, en fait, les suppositions qu'on se fait. Et l'idée, c'est tout simplement d'aller leur poser la question. Quand on a, en tête un nouveau projet ou une tâche ou des responsabilités qu'on souhaite déléguer ou qu'on souhaite confier, c'est d'aller, finalement poser les questions. Hem, Par exemple de dire: «Bah, voilà, Alexis, j'ai pensé à toi, pour, tel projet, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que c'est des sujets, qui t'intéressent? Est-ce que tu te verrais bien, prendre en charge, telle réunion?» Voilà, de poser des questions vraiment de rentrer, en fait, dans une discussion, et de laisser le temps au temps. C'est-à-dire que des fois, on pose ces questions, hem, pour un projet hyper important. Bon, bah, la personne, faut lui laisser le temps d'accueillir, qu'elle y réfléchisse, qu'elle redonne ses questions. On est toujours dans une discussion, et c'est à partir de là, en fait, qu'on va pouvoir, saisir, si la personne, elle est intéressée, si elle est motivée surtout. Hem et c'est aussi de communiquer sur ce qu'on a envie de faire. Alors si, par exemple, on n'a pas forcément, de personnes en tête à qui aller voir, c'est de communiquer, c'est de parler de son projet, de confier telle responsabilité, et finalement, en parlant ouvertement, notamment avec des questions ouvertes, ça va, finalement faire des petits, ting, dans certains esprits, et les personnes vont venir aussi se positionner. Donc, dans tous les cas, le conseil numéro un, c'est vraiment de ne pas faire de suppositions, d'ouvrir, et de voir finalement, tu vois, en semant des graines, ce qui vient. Des fois, il y a des personnes, elles savent, vraiment ce qu'elles veulent. Donc finalement, bah, on va les voir directement parce que c'est voilà, je sais que c'est pour toi, je sais que tu as les compétences, voilà, je suis prête à te former sur l'outil, par exemple. Des fois, il y a des personnes qui sont plus discrètes ou qui n'ont pas encore conscience, qu'elles ont envie de prendre le projet. Donc le fait d'ouvrir aussi, bah, ça va permettre à ces personnes-là de se positionner, et de se questionner: «Ah bah tiens, finalement, ça me plairait bien de faire sur tel sujet. Bah tiens, j'y avais pas pensé, je pensais que c'était pas possible». Voilà, donc ouvrez les opportunités, et comme ça, il y aura le maximum de chances pour trouver quelqu'un dans l'équipe ou dans le CSE, qui est intéressé. Et en fait, souvent, c'est des personnes auxquelles on n'aurait pas pensé, directement. Et parfois, ça peut être intéressant d'aller regarder en dehors de son syndicat aussi. OK. Parce que bah, on a une équipe, mais l'équipe qui est élue, c'est pas l'équipe qu'on a choisie au début. En tout cas, qu'on est sur une liste syndicale. Parce que potentiellement, tu vas avoir un tiers d'un syndicat, un tiers d'un deuxième et un tiers d'un troisième. Et Mmh. moi, ce que j'encourage toujours les élus à faire, c'est, oui, il y a une petite guéguerre syndicale, propagande électorale pendant la période de l'élection. Ça fait partie du jeu, c'est un business. Mais une fois que l'élection elle est passée, vous êtes une équipe pendant 4 ans. Et vous avez tout intérêt à vous appuyer sur les personnes ressources qui ont envie de faire les choses, même si elles ne sont pas de votre syndicat. Puisque de toute façon, votre objectif commun, c'est quand même d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer le CSE et d'aider les salariés. Mmh. Donc, si jamais vous êtes en intersyndical, faites-en une force. Tu parlais tout à l'heure, merde, c'est rigolo, j'avais pas pensé à faire ce lien, mais tu nous as dit que tu avais été dans une entreprise multiculturelle et que ça t'avait appris plein de choses. Indirectement, un CSE, peut être très souvent multisyndical, et c'est justement dans les opinions différentes qu'on va pouvoir construire des choses intéressantes et aller peut-être plus loin sur certains sujets parce qu'on va être challengé par les uns et les autres. Mmh. Ouais, entièrement, ouais. Alors, est-ce que tu as une promesse pour les personnes qui travaillent avec toi? En gros, si je prends un coaching, un accompagnement avec Justine, à quoi je peux m'attendre? Quel changement je peux voir
soit interne, soit dans mon organisation du CSE? Qu'est-ce que tu promets? Qu'est-ce que tu as comme objectif de transformation quand tu travailles avec des gens? Mmh. Souvent, les femmes avec qui je travaille, elles viennent me voir, parce qu'elles ont envie de faire évoluer leur posture. Donc comment elles sont, elles, leur identité et comment elles le projettent vers l'extérieur. Souvent parce que des fois, elles peuvent se dire, «Bah tiens, j'ai un énorme potentiel, mais j'arrive pas forcément à l'exprimer pleinement». Donc moi, mon travail, ça va être vraiment de travailler avec elles, leur posture, d'incarner, je travaille beaucoup avec des femmes managers. Elles me disent: «Bah, voilà, j'ai une façon de faire, mais j'ai envie de la changer. Je sais pas comment m'y prendre, je sais pas comment avoir une nouvelle posture, avoir un nouveau positionnement». Alors qu'on me connaît que comme ça. Donc ce shift identitaire finalement qui est profond, heu, c'est vraiment tout le travail qu'on fait, avec, des prises de conscience sur plein de sujets et surtout des vrais passages à l'action. Moi, je les suis, je les accompagne. Tout ce qu'on travaille en coaching et en formation, elles le mettent en application. Donc vraiment, ma promesse, c'est d'aller transformer en fait leur posture pour qu'elles soient beaucoup plus alignées avec ce qu'elles ont envie d'être à cet instant-là. Et c'est très important de dire à cet instant-là parce qu'on évolue en permanence et en fait souvent on a des phases. Donc moi les femmes que j'accompagne, c'est souvent qu'elles sont arrivées à un stade où elles se disent bah, ce que je dégage, qui je suis dans ma posture de manager, dans mes responsabilités, ça me convient plus trop ou je suis plus trop alignée avec ça. J'ai envie d'avoir une nouvelle posture, j'ai envie d'incarner un nouvel alignement, une nouvelle communication. Comment je m'y prends? Et c'est vraiment ça qu'on travaille ensemble. Et le faire seul, c'est assez compliqué parce que on n'a pas forcément beaucoup de feedback. Dans les entreprises, bah, les feedbacks, on sait pas, ils sont forcément liés parce qu'on est dans la même entité. Donc c'est hyper important de pouvoir avoir quelqu'un de l'extérieur aussi qui peut accompagner dans ces transformations-là parce qu'on vient aussi toucher des sujets très perso. Voilà, sur les soft skills dont on a parlé, en fait, on combine le pro et le perso. Par exemple, quand on parle de la légitimité, du syndrome de l'imposteur, forcément, bah, souvent, ça vient de l'éducation, ça vient de l'enfance, ça vient de la famille. Et donc là, on touche à des choses très personnelles, mais qui finalement impactent énormément le professionnel. Euh, donc tous ces sujets-là, on vient en parler vraiment en profondeur, sans langue de bois. Et c'est toujours elles qui décident en fait qui elles ont envie de devenir, quel manager, quel leader elles ont envie d'incarner et que ça soit aligné en fait, parce que souvent on nous met aussi dans des cases. Là, l'idée c'est de faire des pas de côté et c'est hyper enrichissant, bah, comme je t'ai dit, quand on passe des phases en fait. Donc quand on est notamment avec des nouvelles responsabilités, bah, par exemple, on est élu CSE et on va aller dans des nouvelles responsabilités, forcément, on a des changements à faire dans sa posture. On a des transformations à faire et c'est vraiment là que moi, j'accompagne. Et ce changement, il sera jamais définitif. J'ai bien aimé la phrase que tu as dit, il faut être aligné avec ce qu'on a envie d'être maintenant. Parce que Mm. peut-être qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être ça, et demain, je voudrais être ça, tu vois. Et puis, c'est un peu plus grand, un peu plus... Et il faut se donner le temps d'évoluer aussi. Et je trouve ça très, 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 très sain, en fait, comme vision de se dire, je tente. Et puis peut-être que parfois, ce que je voudrais devenir à l'instant T, je vais revenir sur ça parce que, en fait, je suis pas confortable dans cette posture parce que c'est pas ce que moi c'est pas mes valeurs, c'est pas plein de choses. Et voilà, j'aime bien l'aspect de tester des choses et puis parfois si ça va pas, on corrige et on fait autre chose. Et c'est peut-être une Exactement. erreur et c'est ok de faire des erreurs, on se relève, on continue d'avancer. J'aimerais bien pouvoir profiter de tes conseils pratiques parce que, comme je le dis à chaque épisode, pour l'instant, cette année, on a une année charnière dans le CSE puisqu'il va y avoir beaucoup d'élections. Et qui dit beaucoup d'élections dit aussi beaucoup de nouveaux élus.
quel conseil tu pourrais donner à ces nouveaux élus, du coup? Ça peut être en lien avec cette notion de développer leur talent, leur monopole personnel ou autre chose, mais voilà, sens-toi libre de partager un petit peu des choses que tu aimerais conseiller librement à un élu qui vient de s'investir dans le CSE, qui a envie de devenir meilleur, enfin, au sens positif du terme, hein, mais pour aider les autres. Oui. Quand on arrive dans un CSE ou dans n'importe quel nouvel environnement, c'est important de pouvoir l'analyser. Donc moi, je travaille beaucoup avec la cartographie des parties prenantes. Donc l'idée, c'est de pouvoir cartographier en fait son environnement, de comprendre quels sont les interlocuteurs avec qui la personne va travailler, qui sont les personnes, les alliés en fait avec qui la personne va avancer sur les sujets, qui sont les personnes influentes sur les sujets que porte la personne. Donc en fait, la première étape, c'est d'analyser en fait son environnement pour comprendre en fait où on est. C'est pareil, cette cartographie, elle va évoluer avec le temps, mais c'est au moins de faire une photo à l'instant T pour savoir finalement où on est et qui fait quoi, comment, dans quel contexte. Voilà. Alors, comment arriver à faire ça? Bah, déjà, c'est d'aller tout simplement échanger avec le plus de personnes possible. Donc, la première étape pour moi, pour un nouvel élu du CSE, c'est d'aller s'ouvrir complètement, d'aller s'intéresser. Qu'est-ce que font les gens? Qu'est-ce que font les élus? Quels sont leurs rôles? Comment ils font leur mission? Quels sont les challenges bah, là, de cette année? Là où on attend. Donc, d'être dans une posture vraiment d'ouverture, c'est la première étape. De coupler ça, comme je viens de le dire, avec le fait d'analyser l'environnement. Comme ça va permettre aussi de pouvoir se positionner. Et à partir de là, de réfléchir aussi aux missions et d'échanger sur les missions, alors que soit qui ont déjà été confiées, si la personne a déjà eu toutes ces missions, ou si justement on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qu'on veut apporter, là où on a envie d'accompagner et d'aider le CSE. Donc à partir en fait de ces échanges, bah, c'est tout ça qui va se dessiner. Et dès que vous avez finalement toutes vos missions qui sont définies, et ben à partir de là, vous allez pouvoir commencer à les mener, toujours dans cette optique de découverte en fait. C'est-à-dire que dès qu'on entre dans un nouvel environnement, bah, on a quelques mois d'adaptation, de découverte. Donc mon premier conseil, ça serait vraiment de s'ouvrir, d'aller parler aux gens, d'aller leur poser des questions. C'est très enrichissant parce que vous allez récolter plein d'infos, plein de tips, vous allez savoir en fait comment ça se passe et ça va être ultra pertinent et intéressant aussi pour la suite de votre aventure bah, en tant qu'élu. Excellent. Je résume un petit peu ce que j'ai noté, comme ça tu me dis si j'ai pas tordu le sens de ce que tu disais. Première étape, analyser où est-ce qu'on est, qui fait quoi, avec qui on peut parler, qui est-ce qui est une personne alliée, qui est-ce qui est une personne ressource, qui est-ce qui est décisionnaire, qui va pouvoir nous aider ou qui va peut-être freiner certains sujets quand on va les amener. Deuxième étape, et j'ai noté que c'était l'étape qui était la plus importante pour toi, c'est d'aller échanger avec les autres. Tu as parlé de posture d'ouverture, mais d'aller communiquer, d'aller parler pour voir un petit peu ce que tout un chacun pense. La troisième étape, je l'ai un petit peu transformée dans mes notes. J'ai noté réfléchir aux missions, entre guillemets, prioritaires du CSE. C'est-à-dire choisir où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va aller pour se concentrer sur ces actions-là. Et la quatrième qui en découle, c'est de les découvrir et de s'y épanouir pendant qu'on les fait. Et je pense que c'est extrêmement valorisant d'apprécier le travail et d'apprécier l'effort aussi qu'on va être amené à faire. Parce que on a trop tendance à se concentrer sur le résultat. Mais en fait, je pense qu'il y a toute une aventure pour aller quelque part qui est tout aussi intéressante. Excuse-moi, je t'ai coupé un peu, mais je te sentais que tu avais envie de dire un truc sur ça.
Non, ce que tu viens de dire est très juste, c'est-à-dire d'apprécier l'aventure, le process, le chemin, peu importe comment on l'appelle. C'est très, très important parce que forcément, il y aura des périodes, plus dures que d'autres, il y aura des challenges et le fait aussi comme tu dis, de focaliser sur le chemin, sur le process, sur l'aventure, et bah, forcément ça aide à tenir et ça aide à être épanoui aussi dans ce qu'on fait. Parce que comme tu dis, des fois les objectifs, bah, ça peut stresser ou ça peut brider ou finalement ça peut frustrer. Donc aller vers le chemin et se dire aussi, je rebondis sur ce que tu viens de dire, le fait d'avoir des opportunités vraiment ouvertes et de pouvoir les dessiner soi-même parce qu'on sent qu'il y a un besoin et que finalement on va aussi avoir carte blanche pour choisir, pour guider. Ça, c'est extrêmement important en fait d'en avoir conscience que chaque personne, chaque élu va avoir un rôle à jouer. Donc je rejoins entièrement tout ce que tu viens de dire. Ben, merci beaucoup. Euh, On approche tout doucement de la fin de notre podcast. Est-ce que tu aurais des ressources à conseiller à nos auditeurs? Ça peut être des livres, des articles, des sites internet, d'autres podcasts qui pourraient aussi être intéressants sur les thématiques qu'on a évoquées ensemble. Un livre que je recommande à toutes les personnes que j'accompagne, c'est Les 4 accords Toltec. C'est un livre très simple à lire qui, on a parlé tout à l'heure de ne pas faire de suppositions, bah, c'est un des accords. Et finalement, ce livre permet de résoudre beaucoup de situations ou d'avoir une posture et une vision différente sur beaucoup de situations, notamment quand on est dans des situations délicates, parce que bah, on sait que forcément, quand on est élu CSE, on peut être exposé, on doit gérer des fois des tensions, on gère énormément d'humains parce que les salariés, on vient aussi les accompagner sur des sujets très humains, très perso. Et finalement, ce livre, c'est un guide pratique en fait ultra accessible qu'on peut après façonner et implémenter dans sa vie. Alors sa vie en tant qu'élu CSE, mais aussi sa vie en tant que salarié, sa vie personnelle aussi. Donc ça, c'est vraiment le premier livre, moi, que je, que je recommande parce qu'il est très simple et qu'il est très, très pratique. Ben, merci beaucoup. Alors, je souris un peu parce que moi, je ne l'ai pas lu ce livre, mais j'ai vu passer pas mal de vidéos comiques qui se moquaient un petit peu de ça. Et du coup, voilà, je pense que je devrais le lire pour savoir ce qu'il en est et en apprendre des choses intéressantes. Il est très simple et euh, très accessible dans le sens où on n'a pas besoin de 4 heures pour le lire, d'analyser chaque page, d'avoir 36 méthodes pour faire un truc. Euh, et ça revient à des fondamentaux. Bien sûr, après, qu'on met à sa sauce, l'idée, c'est pas de, comme n'importe quel outil, hein, c'est de le mettre à soi, de se l'approprier. Donc, ouais, je te le conseille vraiment. C'est très basique, très enrichissant. Eh ben, merci beaucoup. Justine, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? C'est le moment de faire ta promotion sur ton activité, sur She Leads. Il y a un mot après, mais je ne l'ai pas retenu. Alors, bah, moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. C'est là vraiment où je suis la plus active. Donc, bah, de m'envoyer un message, une demande de connexion directement sur LinkedIn. Et ensuite, on échange ensemble à partir de là. Sur mon site internet aussi, chilisaction.com. Et puis voilà, bah, prenez contact directement sur LinkedIn. Après, moi, je suis toujours ravie d'échanger avec des personnes de différents univers. Donc, ça fait vraiment partie de ma façon de voir les choses. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas le bandeau avec le nom de Justine écrit sous les yeux, c'est Justine Tarabeux, Tarabeux.
Comme ça, exactement. vous pourrez la retrouver plus facilement sur LinkedIn. Ouais et puis même on pourra communiquer aussi, via le lien de ton podcast, en fonction de où il est hébergé. On pourra mettre le lien directement de mon profil comme ça, des personnes qui veulent, qu'on échange ensemble, ça sera avec plaisir. C'est une très bonne idée. Je le fais systématiquement dans le post. Je sais pas si tu as déjà vu, mais tous les mercredis, quand le podcast sort, je fais un post LinkedIn qui récapitule un petit peu le podcast. Mais j'ai pas pensé à le mettre dans la description sur les autres invités. Donc, si vous avez été invité à ce podcast et que vous regardez cet épisode, vous méritez d'avoir votre lien dans la description. Envoyez-moi un message en disant Alexis, tu m'as oublié et je m'engage à réparer mes oublis. Et bah, Justine, ça sera aussi ta mission de me rappeler si jamais j'oublie de le faire quand je vais le publier tout à l'heure. Et donc, quand tu le verras, normalement, on doit sortir le 17 juin ce podcast, cet épisode. Non, c'est super, je suis ravie d'être, intervenue aussi dans ton podcast. Je le disais en intro, j'ai accompagné des femmes élues d'un CSE et j'ai, vraiment admiré tout leur engagement, toute leur implication, et on a énormément travaillé sur le développement de toutes leurs compétences et surtout la valorisation, grâce à des alliés dans le CSE. Donc, ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ces sujets-là. Bah, écoute, avec plaisir. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à te recevoir aussi, à échanger sur ces sujets. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on apprend toujours des autres. Et je pense que je suis celui qui apprend le plus du podcast grâce à tous les invités qui passent et qui me partagent leurs expériences et leur vie. Donc, bah, merci à toi d'être venu. Merci à tous ceux aussi qui ont écouté le podcast jusqu'à maintenant. Le SAVD CSE, le SAVD CSE, ça va se terminer pour aujourd'hui. N'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre sur toutes les plateformes presque qu'on a réussi à mettre. Donc, on est sur Dice Academy, page professionnelle sur Facebook, sur LinkedIn. Vous pouvez me rejoindre aussi Alexis Maé sur ma page LinkedIn personnelle. Dice Academy FR, c'est sur YouTube. Vous retrouvez le podcast en vidéo sur YouTube d'ailleurs. Vous retrouvez le podcast sur toutes les plateformes de podcast, presque, mais j'espère que d'ici juin, ça sera réglé sous le nom le SAVD CSE. Le SAVD Bon. CSE, TikTok, Thread, Instagram. N'hésitez pas, mettez-nous des messages, envoyez aussi des questions. Vous pouvez les envoyer à Justine, mais si vous ne trouvez pas le profil de Justine parce que je ne l'ai pas encore rediffusé, vous m'envoyez un message, je vous l'enverrai aussi en privé, il n'y a aucun souci avec tout ça. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt et ciao ciao.